Oyez, oyez, braves gens. Alors, on a mis sur pause le Coco Circus, vous l'aviez tous remarqué, ça n'existe plus en ce moment. On a une autre crise, un autre os à rogner, l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo mon analyse assez rapide. Voilà ce que je pense, voilà ce qui pourrait advenir dans les semaines et peut-être les années qui viennent. Alors, je vais me baser sur ce que j'ai observé, et puis ensuite, il y a une partie évidemment qui est liée à mon ressenti. Je n'ai évidemment pas la science infuse, je ne m'appelle pas Madame Irma, je n'ai pas mes entrées auprès du Kremlin ni de l'Élysée. Voilà, donc tout ceci n'est que mon avis. Donc, évidemment, quand on observe la crise vue des pays occidentaux et de la France notamment, on voit un grand méchant traditionnel, qui est la Russie, puisque la Russie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, endosse le rôle du méchant. On a eu la guerre froide, on a eu l'effondrement du bloc de l'Est qui n'a pas suffi, parce que la Russie est toujours restée l'ennemi de l'Occident, personnifié par Vladimir Poutine, qui est évidemment un affreux dictateur qu'il faut absolument abattre. Alors, je rappelle quand même que Vladimir Poutine a fait partie des Young Global Leaders, vous savez, cette équipe de super-héros qui nous est envoyée par le Forum économique mondial de Davos, donc parmi lesquels on peut trouver comme protégé le Premier ministre canadien actuellement, Trudeau, qui a brillé par ses élans démocratiques envers son peuple. Et puis on a évidemment en France Emmanuel Macron, entre autres. Donc il y a toute une flopée, ils sont élevés en batterie. Et puis après on nous les colle au fur et à mesure pour nous imposer évidemment un agenda pour lequel on n'a pas voté, qui nous indispose majoritairement, mais que finalement les moutons finissent par avaler comme on avalerait n'importe quoi, puisque la petite cuillère de merde, on la mange tous les jours. C'est bien connu, on vous en donne pas une auge d'un seul coup, on va y aller très progressivement. Donc à la base, évidemment, Vladimir Poutine fait partie de cette clique. Alors peut-être qu'il y a trempé un orteil, il a vu un petit peu ce que c'était, et puis il s'est aperçu au fur et à mesure des années que, malgré tout, il faisait quand même pas tout à fait partie du sérail, parce que il est toujours considéré comme la bête noire. Alors lui et évidemment son pays, la Russie, qui va représenter toujours l'ennemi traditionnel de l'Occident. Alors, comme je le rappelle, évidemment, on est en fin de macrocycle et on arrive à une période de tous les dangers. Alors, une fin de macrocycle, c'est quoi ? C'est notamment, on va dire, la fin d'un énorme cycle de dette. Les États sont surendettés, vous aviez remarqué. On a évidemment des taux d'intérêt négatifs, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire. En clair, vous placez de l'argent aujourd'hui en le prêtant à des États comme les États-Unis ou comme l'Europe, vous êtes assuré de perdre. Voilà. Alors, évidemment, quand on considère qu'il y a une inflation qui est quand même plus ou moins galopante, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis 40 ans, la perte, elle peut être sévère. Et il y en a encore qui continuent. Alors pourquoi ils continuent ? Parce qu'on a affaire à des institutionnels qui n'ont pas le choix. Soit ils sont obligés de placer, soit évidemment il y a des mains fortes qui placent parce qu'ils se disent, si tout s'effondre, au moins, même si on perd 4-5% tous les ans, on récupérera quand même autre chose que des boutons de culotte. Grosso modo, c'est ça. Donc on est à la fin de ce cycle-là, et en général, pour prendre un parallèle avec ce qu'on a connu dans l'histoire récente, c'était plutôt les années 30. Donc voilà, vous voyez un peu le programme de réjouissance, on voit comment ça s'est terminé. C'est des périodes où évidemment la planche à billets fonctionne à plein, et c'est des périodes où, par l'intermédiaire des banques centrales, et puis justement ces billets qui virevolent dans tous les sens, on a des gaps de richesse qui s'agrandissent et ça devient, c'est le Grand Canyon, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Donc en général, ces périodes-là créent aussi, on va dire, du populisme. Rendez-vous compte, il y a des gens qui sont au troisième pont, troisième niveau du Titanic. Ils ont de l'eau au niveau du nez, ils n'arrivent plus à respirer. Donc en général, ils s'expriment. C'est un peu ce qu'on appelle l'instinct de survie. Donc c'est ce qu'on a vu en 2019 avec les gilets jaunes, un petit peu partout, couplé évidemment avec des revendications démocratiques. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils n'ont pas trop leur mot à dire malgré le bulletin de vote qu'on leur laisse mettre dans une urne. Bref. Et donc c'est des périodes qui sont très difficiles parce qu'en général ça tangue et les tables ont tendance à tourner dans ces cas-là. Donc vous avez évidemment
les hommes politiques en place qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, évidemment, hein, l'homme est comme ça, quand on lui a donné des privilèges, il a tendance à vouloir les conserver. Et donc, dans ces périodes-là, eh bien, quand on regarde le parallèle avec les années 30, on a abouti évidemment à ce qu'on a connu, quoi. Hein. Voilà, il y a un barbu qui est arrivé, un petit moustachu énervé avec des bottes en cuir, et puis ça s'est terminé avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc aujourd'hui, on est effectivement dans cette période-là, qui est une période assez difficile. Et là, le Coco Circus arrive. Super. Alors, ça a été une crise énormissime. Évidemment, tout le monde a marché dans la rue en enjambant les cadavres, hein, évidemment, parce que ça a été pire que la grande peste du XIVe siècle, hein, européenne. Hein. On a perdu des milliards de morts, évidemment. Et donc derrière, eh bien là, c'est à peine fini, on a appuyé sur pause. Hein. Rassurez-vous, on pourra nous ressortir à l'occasion, parce que c'est pas fini l'histoire, évidemment. Toutes les mesures qui ont été prises sont évidemment sous le coude, prêtes à être réactivées très rapidement. Alors dans certains cas, on n'en est pas encore sorti, hein, même si les obligations se lèvent un peu partout. En Bulgarie, ils ont levé tout comment dire, le passe vert et compagnie, là, c'était il y a 2 jours. Mais ailleurs, ça continue encore, notamment en France, hein, c'est toujours l'apartheid, hein, je tiens à le repréciser. Et donc, à partir de là, si vous voulez, cette crise, cette énorme pandémie, a été l'occasion d'appuyer sur pause, mais voilà, quelque part, une bonne crise supplémentaire, on va dire à l'ancienne, eh bien, c'est toujours la bienvenue. Alors, on a évidemment le géant russe à côté, qui a des vues sur l'Ukraine. Alors pourquoi il a des vues sur l'Ukraine? Pour différentes raisons. Il faut quand même rappeler que, à la base, ce qui est réclamé par Vladimir Poutine et par la Russie, c'est évidemment le respect des accords de Minsk, tout simplement. Donc c'est, on va dire, la limitation de l'étendue de l'OTAN, parce que l'OTAN a tendance à s'installer un petit peu partout. Hein. L'idée étant évidemment d'éviter d'avoir des bases américaines le plus près possible des frontières russes, ce qui peut se comprendre. Je ne pense pas que les Américains soient tentés d'avoir des bases russes, par exemple, ou chinoises à Cuba ou au Mexique. Hein. Donc voilà, c'est juste le respect de ces accords-là. Et puis, il faut aussi considérer l'histoire, parce que effectivement, l'Ukraine, à la base, hein, qui est quand même un pays, on va dire, plus ou moins récent, dans son origine, c'est un peu, on va dire, le berceau de la civilisation russe. Hein. Grosso modo, c'est ça. Et vous avez à l'est de l'Ukraine une population russophone qui est quand même très importante. Donc évidemment, ces gens-là se sentent plus russes à la limite que ukrainiens, et notamment l'Ukraine de Kiev, qui est représentée par cet ancien acteur là, Zelensky, je crois, qui est finalement qu'un pantin de l'OTAN, hein, grosso modo, c'est ça. Alors en même temps, moi j'ai pas à juger, chacun fait ce qu'il veut. Ce que j'observe juste, c'est que il y a eu une forme de persécution avérée hein, de gouvernement ukrainien envers les populations russophones de l'est de l'Ukraine qui se sentent plus du côté russe. Et il y a une volonté évidemment eh bien, du grand frère russe de protéger ces populations-là. Alors, bon, il va quand même falloir nuancer un petit peu le truc. L'Ukraine, c'est quand même un pays très intéressant. Hein, en termes de production agricole, ça se positionne là. Ça a la capacité quand même de nourrir, on va dire, quelques centaines de milliers de bouches. Donc c'est quand même intéressant. Je rappelle qu'on est dans une période post-Covid où les disruptions dans les chaînes de production et d'approvisionnement peuvent créer potentiellement des problèmes au niveau alimentaire. Hein, on n'en parle pas trop, mais ça c'est important. Il n'y a pas non plus que le pétrole et que les métaux rares qui intéressent aussi évidemment à la fois les pays occidentaux et la Russie. Il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. Donc c'est quand même un pays qui intéresse évidemment beaucoup de monde. Alors moi ce que j'aimerais dire aussi par rapport à ça, c'est que quelque part en dézoomant un petit peu, ce que je peux observer avec cette crise, c'est que quelque part on a une opposition entre, on va dire, une vision traditionnelle qui est représentée par les Russes et puis par la population russophone d'Ukraine, et puis on a une vision entre guillemets moderne, je dirais un peu plus dégénérée, qui est représentée par les mondialistes, évidemment dont on subit les exactions depuis un moment quand même, hein. Alors ce sont des gens qui font partie du camp du bien, évidemment, qui sont pour la démocratie,
mais pas pour tout le monde, quand ça va dans leur sens. Hein. Voilà, très clairement, c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi je suis amené à dire ça? Parce que tout simplement, on a vu des mouvements qui s'opéraient au niveau de l'Ukraine. Hein, je crois qu'ils voulaient empêcher l'utilisation de la langue. Donc la langue, c'est l'identité aussi, c'est l'identité. Hein, le peuple slave, c'est quand même un peuple qui est ancré dans la tradition. Je vais parler aussi de l'orthodoxie. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le clergé orthodoxe dans ces pays-là, dans les pays de l'Est, est encore assez important, contrairement à ce que nous, on peut en France observer avec le christianisme. Alors, un petit christianisme revival, mais ça n'a rien à voir. L'orthodoxie, le clergé orthodoxe dans les pays de l'Est a encore une assise et une sympathie auprès de la population, donc ils sont très suivis. En Bulgarie, par exemple, on ne peut pas vraiment dire que les gens soient, entre guillemets, bigots, comme on peut l'observer en France. Par contre, ils sont très attachés à leur culture, ils sont très attachés à la religion, tout simplement. Alors, ils sont peut-être pas capables de réciter les prières, machin, mais c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est un lien organique qui les lie finalement à la religion orthodoxe, de la même façon qu'on a un lien important dans ces populations-là avec la nature. Hein, voilà, donc faut connaître un peu et comprendre un petit peu l'âme slave pour comprendre ça. Donc quand vous voulez imposer à une population justement le fait de s'asseoir sur sa culture traditionnelle, qui comprend la langue et évidemment l'orthodoxie, alors ça c'est un truc qui est important et qui n'est jamais mentionné. C'est un copain en Plovdiv qui m'a évidemment permis de mettre le doigt dessus, qui m'a indiqué ça. C'est que quand en Ukraine, Zelensky a pris le pouvoir, il a voulu quelque part disrupter le clergé orthodoxe, justement à cause de cette assise, hein, et ce clergé qui était rattaché au clergé russe de Moscou, eh bien posait problème évidemment à Zelensky et aux mondialistes. Donc il fallait, encore une fois, saper les bases traditionnelles de la société, notamment les bases religieuses. Et donc il a cherché évidemment à créer une forme de clergé local, donc un clergé ukrainien qui serait indépendant de la maison mère, grosso modo. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas voulu? Eh bien, comment vous dire, dans un pays démocratique, ouvert, droit de l'homiste, machin, pour eux ça s'est mal passé. Donc il y a eu effectivement des exactions, et ça c'est très mal passé, ça a été très mal perçu auprès de la population, encore une fois, qui a vu une atteinte finalement à sa culture, à son âme, à l'âme du peuple, tout simplement. Alors ça c'est des notions qui nous paraissent maintenant surannées, hein, en France évidemment, vu qu'on est coupé de tout, hein, voilà, on a coupé nos racines. Donc on peut pas comprendre ça, mais ça c'est quand même puissamment ancré dans les peuples, dans la mentalité, dans l'âme slave. Et donc, évidemment, il y a la langue, il y a la religion, et puis derrière, il y a aussi la volonté d'éviter que l'OTAN grignote, évidemment, les territoires pour installer des bases qui pourraient être compliquées par rapport à la défense du territoire russe. Hein. Puis vous avez aussi les richesses locales. Voilà, c'est ça. Je vous rappelle quand même que chez nous, c'est un peu le même truc. Hein. Les Américains apportent rarement la démocratie dans des pays où il n'y a rien à prendre. Hein. Voilà, les mecs ils peuvent crever de faim s'ils n'ont pas de matière première intéressante. Hein. Voilà, on va pas se raconter d'histoire, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc, on en est où aussi? Alors, on pourrait peut-être avoir une autre dimension par rapport au Coco Circus, parce que, bon, moi, d'après ce que j'ai vu, je me dis que ça a été quand même l'occasion, ce truc-là, dans l'intention de nos amis mondialistes, eh bien, d'essayer de ramener à la fois la Chine et la Russie dans le giron pour créer leur magnifique gouvernement mondial, hein, qu'ils attendaient tous. Je rappelle que Vladimir Poutine, il y a quelque temps, lors du dernier forum de Davos, hein, qu'ils ont tous fait par Zoom, parce qu'évidemment, il y avait un truc mortel qui traînait dans l'air, il leur a rappelé gentiment que, eh bien, leur bidule, ça ne se ferait pas. Voilà, donc là du coup, ça pose problème parce que évidemment, le communisme 2.0, ça a eu fonctionné si c'était mondialisé. Hein. Voilà, bon, rassurez-vous, ça se termine toujours de la même façon. Hein. Ça se termine toujours par des millions de morts, ça c'est clair et net. Je pense qu'on n'en fera pas l'économie encore une fois, mais dans l'esprit de ces gens qui nous gouvernent, nos élites, hein, peut-être qu'ils se disent que effectivement un communisme version modernisée pourrait fonctionner si effectivement tous les pays et les pays majeurs au monde rentraient dans le même giron.
On sait aujourd'hui que ça ne se fera pas avec la Russie, et encore moins avec la Chine. Je rappelle que pendant, on va dire, les mouvements militaires qu'il y a eu en Ukraine, là, il y a quand même des avions de guerre qui ont survolé, des avions de guerre chinois qui ont survolé Taïwan. Voilà, autre point chaud, mais du côté asiatique. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut observer par rapport à cette crise en Ukraine, on va dire les pourparlers, les gesticulations qui sont mis en place juste avant que la Russie intervienne. On savait déjà que, et c'est Biden qui l'avait dit, on n'interviendra pas, grosso modo. Donc quelque part, c'était un blanc-seing pour Poutine. Voilà. Attention, c'est pas bien, mais en même temps, si tu rentres, on fera pas grand-chose. Voilà, c'est un petit peu moi ce que j'en ai retenu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça serait bien que tu entres. Pourquoi ? Parce que nous, ça fait 2 ans et demi de Coco Circus, là les populations commencent à en avoir marre, il nous faut un autre truc quoi. Donc une bonne guerre dans un point chaud comme ça serait pas mal parce que on polarise tout le monde sur l'ennemi commun. Regardez en France ce qui se passe, que le fameux conseil de défense de notre va-t-en-guerre, parce qu'il est prêt à prendre son petit sac. Et non, il est prêt à dire aux autres de prendre leur sac pour y aller, mais bon, il est prêt à y aller, il est chaud bouillant, chaud patate. Évidemment, il doit être le seul, parce que forcément, il faut aller quand même se taper les Russes, c'est pas une mince affaire. Mais bon, il est prêt à y aller. Pourquoi ? Parce que ça permet de détourner l'attention. Voilà, on fait une union sacrée, on envoie les mêmes imbéciles, les mêmes moutons se taper de l'autre côté, ailleurs que dans leur propre pays. Et puis, ça permet au niveau des banques centrales, la Réserve fédérale américaine, puis peut-être la BCE aussi, de continuer à faire tourner la machine à pognon. Parce que là, on a une excuse. Rendez-vous compte, ma bonne dame, c'est le guerre. Voilà, c'est la guerre. Donc, évidemment, il faut continuer à alimenter. On sait très bien que si on n'alimente plus la machine, les marchés financiers risquent de tomber. Alors il y a de l'inflation, il faudrait remonter les taux, mais là si on fait ça, on n'arrive plus à rembourser la dette. Donc évidemment, détourner l'attention de cette façon-là, c'est quand même bien pratique. Alors le problème, c'est effectivement qu'il y a des armes en jeu qui sont quand même pas commodes, puisque il y a quand même l'arme nucléaire. Je pense que Poutine n'hésiterait pas. Donc tout ça c'est touchy, tout ça mérite d'être traité avec doigté. Alors moi ce que je pense c'est que la première partie de la crise, ça a été un bras de fer, un jeu de poker menteur, grosso modo, c'est-à-dire on fait les gros yeux à Poutine en lui disant attention, on va te taper sur les doigts si tu fais ça parce que c'est pas bien. Voilà, certains se posent en faiseurs de paix. Voilà, notre Kennedy local là en France, c'est l'occasion de redorer un peu son blason, c'est l'occasion d'amener les moutons à regarder dans la direction que lui veut, et puis les détourner de tous les problèmes, notamment financiers et économiques, qui sont pas une mince affaire, qui ont été amplifiés par la mise en place de leur crise du siècle, leur crise sanitaire du siècle. Et donc du coup, cette crise, elle était la bienvenue quelque part. Mais en même temps, derrière, je pense qu'ils ont été un petit peu surpris de la réaction de Vladimir Poutine, qui, lui, est peut-être d'une autre trempe. Quand il dit un truc, il le fait, et puis il y va, quoi. Il fait pas semblant. Et donc maintenant, je pense qu'on va rentrer dans un autre, un autre moment de cette crise-là. Et à mon sens, je pense que, alors tous les scénarios sont sur la table, encore une fois, mais à mon sens, un des scénarios que je privilégie le plus, c'est que cette crise, elle va être utilisée, comme d'habitude, par nos politiques. Elle va être utilisée, malaxée dans tous les sens, un peu comme le Coco Circus. On va faire durer le truc, vous voyez. Ça va faire des hauts et des bas, c'est-à-dire que vous étiez en train de regarder la télé pour voir le nombre de morts tous les jours, là, avec Castex qui était là pour vous impressionner et entre deux programmes Netflix et vous empêcher de sortir, parce que voilà. Aujourd'hui, ça va être l'émission, quoi. L'émission... avec le nombre de morts, l'intervention, les sanctions, les pas les sanctions, machin, on va vous amuser avec ça. Et on va essayer d'en faire une crise majeure, alors qu'en fait, ça sera une crise de faible intensité. Voilà. L'essentiel, c'est que ce soit perçu comme une crise majeure pour pouvoir faire passer tout le reste. C'est-à-dire, on va continuer avec les mesures liberticides, on va continuer à imprimer du fric à n'en plus finir pour faire tenir le BINS,
Voilà. Et puis vous allez continuer à vous appauvrir, et puis ça sera pas bon pour vous de toute façon. Hein. C'est un petit peu, malheureusement, le programme qui est prévu de façon à conserver le pouvoir et à essayer de maintenir tout le bordel dans cette partie du cycle économique et financier qui est très délicate. Voilà. Donc je pense que ça va s'organiser comme ça. Et puis concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? À mon sens, pas grand-chose, hein, parce que quand il y a eu les bombardements, évidemment, les gens ont paniqué, ça a vendu sur les marchés, mais nos élites ont continué à acheter évidemment du pétrole, du gaz, etc. Parce que croyez-vous que on va pouvoir se passer au niveau mondial du pétrole russe ? Est-ce qu'on va pouvoir se passer du gaz russe, et notamment en Europe ? Je pense pas que les Allemands vont être d'accord, parce que si Vladimir commence à tourner le robinet sur off, eh bien ça va commencer à coincer, parce que bon, les éoliennes c'est bien beau, mais pour nous vendre le réchauffement climatique et puis élever des taxes supplémentaires, c'est pas mal, mais en même temps, concrètement, ça produit pas grand chose, quoi. Hein, donc on est obligé de conserver encore ces vieilles sources d'énergie. Voilà, donc business as usual, comme j'ai envie de vous dire. Hein. Et puis derrière, voilà, il se passera pas grand chose. Alors maintenant, évidemment, la réaction de Poutine, je pense qu'il a obtenu ce qu'il veut. Grosso modo, il va faire un gros nettoyage dans ce pays. Et puis il va faire en sorte que ce pays, qui est quand même un pays, on va dire, au niveau géostratégique très important pour la Russie, eh bien, reste dans une forme de neutralité plutôt du côté russe, plutôt que du côté occidental. Voilà. Je pense que ça va être plutôt ça. Alors maintenant, évidemment, parce qu'on a quand même des champions du monde hein, qui nous dirigent. Hein. Ils sont pas non plus super puissants, hein, on va dire. Ça peut partir aussi totalement en couille. Voilà. Mais bon, on peut pas le savoir, on peut pas le dire. Hein. La seule chose, c'est que, à mon sens, d'un point de vue, en élevant un petit peu le débat, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un conflit entre le côté traditionnel, les sociétés qui aspirent encore à respecter leur culture, leurs racines, et puis qui sont encore calés dans leur tête, c'est-à-dire ils savent ce que c'est qu'un homme, ils savent ce que c'est qu'une femme, par exemple, voilà. Et puis en face, eh bien, on a des gens qui ont envie de transformer le monde. Hein, ils ont mis un petit coup d'accélérateur là ces 2 dernières années. Je pense que vous avez remarqué. On le voit à travers évidemment les films qui sont des films de propagande. On le voit à travers les journaux télévisés. On le voit à travers les émissions. Voilà, on nous pousse quelque chose d'insipide hein, où effectivement on ne sait plus à quoi on a affaire. Voilà, on ne sait même plus ce que c'est que la valeur de la vie ou de la mort. Hein. On est quand même dans une civilisation complètement décadente où on laisse crever les vieux dans des EHPAD, où on masque nos enfants, où on les injecte avec on ne sait pas trop quoi. Voilà, donc c'est de la maltraitance à tout niveau. Hein. C'est un petit peu ça. On sape les bases de la société. Hein. Voilà, c'est plus si on a affaire à une chaise, un homme, une femme. Enfin voilà, c'est ça le truc. Et donc il y a une opposition entre ces deux mondes, tout simplement. Moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Lequel va gagner ? Écoutez, je pense que moi je fais toujours confiance à la tradition, hein, parce que je me dis plus la tradition, c'est quand même un ensemble de forces vives qui ont contribué depuis des siècles et des millénaires à aboutir à ce qu'on est aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des périodes où ça tend à, puisque comme tout est cyclique, à s'effondrer. C'est un petit peu le cas aujourd'hui, hein, mais bon, quand on observe par exemple, quand on observe l'or et quand on observe le bitcoin et les crypto-monnaies, on nous a dit oui, les crypto-monnaies c'est le nouvel or, c'est la nouvelle valeur refuge. Bon, ça a pas tenu ses promesses jusqu'à présent. Hein. Voilà, par rapport à l'or qui a un track recording de 5000 ans, on voit que dans la durée, ça tient pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à un moment de l'histoire où notre civilisation essaye de développer des concepts qui sont complètement hors sol. Les gens sont déconnectés, complètement déconnectés de la réalité. Moi, ce que j'observe en Occident, c'est des gens qui, plus soi-disant, ils sont intelligents, ou ils ont fait des études, plus ils sont conformes, moins ils ont d'esprit critique, et moins ils ont même d'instinct de survie. C'est un truc qui est hallucinant pour moi, hein, contrairement à des gens, entre guillemets, qui correspondent plus à la sagesse populaire qu'on a encore chez nous, heureusement, hein, et ceux qui se rebellent aujourd'hui, hein, ceux qui
pendant les premières vagues en 2020 ont aidé à tenir la société, à ce qu'il y ait des restes debout, c'est-à-dire les chauffeurs routiers, les infirmières, les aides-soignantes, hein, qui aujourd'hui, aujourd'hui, on n'a pas attendu très longtemps, hein, quelques mois après les avoir applaudis à 20h, voilà, on les jetait dehors comme des malpropres. Hein. Donc ces gens-là ont encore des sensations, ont encore un ressenti un peu viscéral et se sentent bien quand on commence à leur mettre la carotte, hein, que ce soit au niveau économique, ou au niveau de la santé, hein, au niveau de on va dire de leur liberté fondamentale, hein, voilà. Et donc en face, eh bien, on a un autre bloc, on a des gens qui sont encore terriens, qui sont attachés à leur histoire, qui sont attachés à leurs valeurs, qui sont attachés à leur culture, et puis qui s'affirment tout simplement. Alors évidemment, des deux côtés, bah, vous aurez de la propagande, vous aurez tout ça, quoi. Je veux dire, c'est de toute façon, vous savez, quand les grands s'amusent, hein, et ça a toujours été ça dans l'histoire, bah, c'est ceux qui sont en dessous qui trinquent, quoi, tout simplement. Donc moi, je vous invite toujours à la même chose, à faire un énorme travail sur vous, tout simplement pour faire le tri dans toutes ces manipulations, essayer de comprendre le point de vue de l'autre, parce qu'évidemment, quand on est par exemple en France, on ne voit pas du tout le point de vue russe, hein, et puis comme on n'a plus aucune culture ni historique, ni voilà, on a coupé un peu de tout, bah, on ne peut pas comprendre des notions comme le fait d'être attaché à sa langue, le fait d'être attaché à sa religion, à sa culture, des choses comme ça, voilà, et d'être attaché à un contrat, par exemple, hein, on avait passé un contrat, c'était comme ça, puis bah c'est donc on le fait respecter, voilà, y compris par la force. Comme ça, c'est de toute façon la coercition a toujours existé, hein, je veux dire, malgré le discours de nos grands démocrates, hein, quand on voit et ce qu'on observe par exemple au Canada aujourd'hui, Trudeau peut faire une sortie en jouant le grand démocrate faiseur de paix, on voit ce qu'il a fait à ces populations, hein, et notamment les chauffeurs routiers. Donc tout ça c'est du blabla, donc il faut regarder ce que les gens font, et non pas ce qu'ils disent, c'est toujours la même chose. Donc il y a un énorme travail à faire sur soi, justement, pour prendre la bonne info et commencer à se positionner correctement. Parce que je le rappelle, malheureusement, c'est pas fini. Voilà. Alors certains se disaient, oui, le retour de la vie d'avant, Coco, machin, bah ouais, mais bon, là on nous sort un autre truc, là, alors, menace de troisième guerre mondiale. Merde, c'est pas un petit truc ça. Bah non, c'est pas un petit truc, mais je pense que ça va encore continuer pendant un moment, tout simplement parce qu'on est dans cette partie de cycle d'effondrement, voilà, qui s'explique tout simplement, hein, et vous avez des signes un peu partout. Eh bien écoutez, sur ce, voilà, je pense qu'il faut aussi prendre de la distance par rapport à tout ça, il faut avoir la sagesse, évidemment, de voir ce que l'on peut changer soi-même, les choses sur lesquelles on a une action directe, possible, et puis celles qui ne dépendent pas de nous. Et là, malheureusement, dans des cas comme ceux-là, quand les grands font mumuse avec leurs jouets, bon, voilà. Maintenant, je me dis, écoutez, par exemple en France, hein, Macron ou le Parlement européen à Bruxelles ne sont pas partis aux États-Unis parce qu'ils étaient tous testés positifs, donc il fallait qu'ils s'isolent là-bas pour ne pas contaminer les autres. Hein. Je pense que si ça avait été ça, là, il fallait s'inquiéter. Je pense que les Russes, là, en 15 jours, ils étaient à Paris. Hein. Non, ils sont tous là encore à faire leur grand discours, à s'agiter dans tous les sens. C'est qu'il se passera pas grand-chose, à mon sens. Du moins, je l'espère. Voilà. Mais écoutez, sur ce, c'est ce que j'avais à dire, moi, pour l'instant, hein, en fonction des informations dont on dispose, et puis par rapport à ce que je peux ressentir de la situation. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Continuez à bosser, continuez à rester vigilant, et puis travaillez sur vous. Ça, c'est important. Allez, je vous dis à plus. Ciao.